Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'In Vivo l'Intégrale. Aujourd'hui, un enfant intellectuellement précoce, on dit aussi à haut potentiel, peut être repéré par sa famille ou un enseignant et diagnostiqué comme un enfant surdoué après avoir passé des tests. Mais que signifie être surdoué ? Seul critère reconnu, un QI d'au moins 130, soit 30 points au-dessus de la moyenne. Un QI qui ne signifie pas qu'on soit un génie. Il désigne un potentiel, des aptitudes exceptionnelles qui ne se réaliseront pas nécessairement. On le sait, certains enfants surdoués peuvent se retrouver en échec scolaire. Difficile d'expliquer ces difficultés. Certains spécialistes estiment que les individus surdoués sont particulièrement sensibles et intuitifs ou que leur fonctionnement intellectuel suit des logiques différentes, ce qui rend leur adaptation et leur relation aux autres plus difficiles. Alors, atout ou handicap, pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre d'adultes qui ont découvert très tard qu'ils étaient surdoués après avoir souvent souffert de leurs différences. C'est un reportage de Marie-Pierre Rimbaud, Héloïse Mallet, Lionel Langlade et Jean-Luc Guidouin. François a 37 ans et habite Paris. Excellent élève, fils d'un conservateur de musée et d'une enseignante, il est aujourd'hui consultant freelance. Depuis sa plus tendre enfance, il se sent à l'étroit dans ce monde. J'ai toujours eu l'impression d'être une espèce d'extraterrestre, ou en tout cas de vivre en exil. Voilà, l'impression d'être dans un monde où j'ai rien à faire, où je suis tombé par hasard, sans aucun moyen de retourner dans le monde d'où je serais censé venir. Mais voilà, quelque chose, il y a une absurdité du monde que j'ai toujours ressenti très profondément. Et ça s'est beaucoup passé au travers de l'institution scolaire, qui est quelque chose de très normatif. Et vous avez dans l'école deux types d'enfants qui sont mis à part et de façon pathologique. C'est les enfants qui sont en très grande difficulté et les enfants qui réussissent trop bien. Alors évidemment, l'école a un regard plus positif sur les seconds, mais ils souffrent tout autant en fait. Instabilité professionnelle, difficulté à travailler en équipe ou à accepter l'autorité, François se pose beaucoup de questions sur lui-même. Dans le cadre d'une éventuelle reconversion professionnelle, il a passé un test de QI auprès d'une psychologue. Le test dure plus de 90 minutes avec des questions de plus en plus complexes qui exigent une grande concentration. François doit par exemple donner sa définition de certains mots précis, un exercice qui montre la richesse et la complexité de sa pensée. Alors, il s'agit d'une personne ou de propos, d'une conversation qui s'attache à des choses très matérielles, sans grande portée intellectuelle, conceptuelle ou affective ou émotionnelle, qui manquent d'un certain, pas vraiment de second degré, mais d'un certain raffinement, d'une prise en compte de dimensions moins tangibles des choses, de la réalité. J'ai vu pour ce monsieur que les réponses sont très développées, que ça s'appuie sur une culture générale importante, un goût pour l'abstraction, un goût pour le développement, pour la complexification. Donc on est sur un fonctionnement qui vraisemblablement va nous donner en effet un QI très supérieur. Par consensus, une personne est reconnue surdouée à partir d'un QI de 130 et 2% de la population serait dans ce cas. Docteur en économie, François fait partie de ces surdoués qui réussissent brillamment leurs études, mais il se sent prisonnier d'une activité cérébrale intense qui le coupe de son corps. Il y a 10 ans, il découvre le kinomichi. Grâce à cet art martial, il a pu retrouver une certaine harmonie. C'est notre partenaire. Je me suis retrouvé souvent avec une étiquette d'intellectuel, ou à l'école c'était d'intello. C'est quelque chose qu'on m'a imposé de l'extérieur, dans lequel je me suis jamais retrouvé. Et quand je croise des gens qui sont vraiment purement des intellectuels, je me sens peu de points communs avec eux en fait. Et l'expression qu'on trouve par un langage corporel, donc qui est détaché des mots, qui est détaché en plus des enjeux scolaires et tout ça, il y a un espèce de liberté qui est très important pour moi. Prends ton temps, rouler autour de l'autre. Établit les contraintes sociales, l'autorité sans fondement, toute forme de conformisme dénué de sens à ses yeux. D'où sa difficulté à s'épanouir dans les milieux professionnels et ce sentiment de décalage avec tous ceux pour qui ses normes et ses façons de penser sont juste des évidences.
Grosso modo, les gens qui deviennent universitaires, chercheurs, c'est des gens qui ont toujours été bons élèves, auxquels le système a très bien réussi et qui restent dedans, et qui restent extrêmement scolaires dans leur vie. Et au Kinamuchi, on sort de ça, alors on fait enfin quelque chose sans que ça serve à quoi que ce soit, sans qu'il y ait de notes, sans qu'il voilà, ça fait sortir vraiment des cadres très normés de la scolarité, des choses comme ça. Oui, ça fait bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est une autre manière, ça. C'est bon. Bonjour François. Bonjour Clotilde. Allez-y. Lorsque la psychologue lui a donné les résultats de son test de QI, il a pu enfin poser un mot sur son mal-être. Alors comment ça va? Ça va bien. Vous êtes venu me voir parce que vous sentiez, surtout depuis quelque temps, un décalage par rapport à votre environnement, avec en vous disant que finalement peut-être vous étiez une personne surdouée et que cela expliquait ce sentiment de décalage, le fait que les autres ne vous comprennent pas toujours ou que vous-même vous ne les comprenez pas forcément simplement. La question de l'adaptation aussi professionnelle, vous dites que vous vous ennuyez souvent au travail, que les tâches sont répétitives. Alors, le test de QI, il n'y a en fait aucun point faible, il n'y a que du supérieur, normal supérieur ou très supérieur. L'ensemble de tout cela va constituer le quotient intellectuel, qui effectivement vous situe dans les personnes surdouées ou à haut potentiel. En fait, vous êtes dans les 1 pour 1000 supérieurs de la population. Voilà. Alors le chiffre lui-même, ça me disait rien parce que je connaissais pas particulièrement l'échelle. Par contre, ce qui m'a beaucoup ému, c'est l'endroit où on se situe sur la distribution du QI dans la population, parce que le sentiment qu'on a pu avoir d'être vraiment très différent, là, il se matérialise. On voit qu'on est tout au bout d'une distribution que, par rapport à l'ensemble de la population, se situe vraiment dans un endroit très particulier. Et ça, moi, c'était pas vraiment une surprise, mais ça m'a énormément ému, c'était pas très agréable. Et donc ça confirme une espèce de différence. Or moi, j'ai toujours voulu être absolument normal. Avec un quotient intellectuel de 145, François est bel et bien surdoué, avec une autre façon de penser, de sentir le monde, ce qui constitue une richesse mais aussi une différence qui dérange et explique les problèmes professionnels et la solitude de nombreux surdoués. Nous sommes à Marseille. Patricia a 54 ans, elle a été diagnostiquée surdouée en 2006 après avoir passé plus de 40 ans à se demander pourquoi elle se sentait si mal. Petite fille, pourtant, elle a été très heureuse dans ce quartier de l'Estac où elle aime revenir. Voilà, ça c'est ma petite école. C'est la première école où j'ai été. C'est mon école maternelle et mon CP aussi. Puisqu'à l'époque, on allait au CP dans le même endroit, quoi. Et j'ai adoré. Et j'ai été très très heureuse jusqu'au CP. Puisqu'au CP, je pense que la différence s'est vue et que tous les soirs, j'avais une gentille petite fille qui me tapait dessus parce que je savais trop de choses, qui me suivait. Je partais chez moi par ici, qui me suivait pour me taper. Je ne comprends pas cette agressivité, j'essaie d'en parler à ma mère qui me dit mais non, mais pourquoi, mais ça va lui passer. Mais ma mère n'a pas pris la dimension de ça et j'ai commencé à être angoissée par rapport à ça et à culpabiliser de savoir dans les autres. Donc souvent après je vais me taire. Traumatisée par cet événement et malgré ses capacités intellectuelles, Patricia aura une scolarité chaotique au grand étonnement de ses professeurs. Pour se protéger de l'agressivité des autres élèves, elle décide de cacher ses compétences et développe une angoisse qui s'aggravera avec l'échec scolaire. Et ça se dégrade vite quand même, puisqu'en 6e c'est moyen et en 5e je commence à développer des angoisses, mais des véritables angoisses. Je sens une odeur, j'ai un malaise, j'ai un regard, je croise un regard, j'ai un malaise. Le pédiatre dira à ma mère en 6e, oui elle a pris 13 cm dans l'année donc il faut lui donner du phosphore. Donc je ferai une cure de 6 mois de phosphore, mais aucun résultat. Et en plus, je culpabilise. Je culpabilise parce que je n'y arrive pas, que je ne comprends pas pourquoi. Je suis vraiment perdue, je suis très très mal à l'aise. Et en 4e, alors c'est la catastrophe. Je vais très très mal, des troubles du sommeil qui s'installent, assez graves, vraiment graves.
Patricia n'arrive pas à comprendre les codes qui régissent notre société. Cette incompréhension développe en elle une hypersensibilité, une anxiété propre aux surdoués. Mais à l'époque, elle ne le sait pas. Je ne suis pas très heureuse quand je vois qu'on pense que le surdoué, on le met à l'école et ça va tracer jusqu'au bout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois qu'il y a pas loin de 40% qui n'arrivent pas jusqu'au bac. Donc arrêtons de penser qu'un surdoué il sait tout, il va très bien et en plus de quoi on se plaint, quoi. Ça m'énerve, on confond les élèves brillants, les élèves surdoués, bien qu'un surdoué peut être brillante, puisque je l'ai été, brillantissime. Mais c'est pas ça qui m'a apporté le bonheur, puisqu'à côté, émotionnellement, ça n'allait pas bien. Elle arrête ses études après le bac, fait des petits boulots, se marie jeune, a 2 enfants qu'elle adore, mais le sentiment de frustration, les crises d'angoisse persistent. Elle a l'impression de passer à côté de sa vie. Un jour, une psychologue spécialiste des surdoués met un mot sur sa détresse. Patricia est à haut potentiel intellectuel. Bonjour. Mais ce savoir surdoué ne règle pas son mal-être, alors elle poursuit une thérapie avec celle qui comprend enfin sa différence. Bon, Patricia, ça me fait plaisir De se voir. de vous voir là. J'ai voulu reprendre rendez-vous parce que je sais pas, je gère un peu des choses un peu difficiles en ce moment et j'ai fait des crises d'angoisse en pleine nuit, quoi. Donc, Qu'est-ce qui se passe de difficile? bon, ça va être des broutilles, mais je pense que c'est avec mes problèmes de santé. Tout est qui ajoute. J'en ai marre de venir dans ce cabinet de pleurer chaque fois. De dire c'est des broutilles, c'est tout de suite considérer que votre vécu n'a pas d'importance. Oui. Ça commence par ça. On en a souvent parlé. Ok? Oui. Donc vous avez quelque chose d'important qui vous touche à partager avec moi. Jeanne Siofachin a écrit plusieurs livres sur les enfants et les adultes surdoués. Elle a créé une association et des centres à Paris et à Marseille pour les diagnostiquer et les accompagner. Pour moi, être surdoué, c'est une façon d'être au monde, tous les sens en éveil, avec cette intelligence lucide, voire extra-lucide, parce que on capte 1001 informations que les autres n'auront pas captées, qui va être traitée et enregistrée à très grande vitesse par un cerveau qui est toujours en marche et qu'on ne peut pas arrêter, et qui en plus va être élaborée, qui va être construite en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée entraîne toujours une nouvelle idée, une nouvelle hypothèse, une nouvelle question et rarement une réponse. Et si je ne peux pas répondre à ces questions-là, eh bien je n'arrive pas à vivre. Les neurosciences ont montré grâce à l'imagerie que le cerveau droit, zone de la pensée intuitive, et l'amygdale ont une activité plus intense chez une personne surdouée. Il a été aussi très bien montré aujourd'hui avec les études que, vous savez, cette petite zone du cerveau, l'amygdale, nichée au fin fond du cerveau archaïque, et dont la fonction est de décoder les émotions. Et il a été bien montré que cette petite zone était beaucoup plus vulnérable et que le seuil auquel l'amygdale se déclenche est beaucoup plus bas que chez des personnalités habituelles, chez des personnes habituellement. Ce qui veut dire que la moindre petite émotion va déclencher la réactivité de l'amygdale et envoyer des informations très vite, toujours pareil ici au préfrontal, qui vont être envoyées très vite au pariétal, qui vont être redistribuées très vite à l'ensemble du cerveau. Et c'est waouh, j'en ai plein la tête, plein la tête, plein la tête, et ça disjoncte. Alors on fait poser toutes les deux. Oui. On pose les pieds bien là-bas sur le sol. Oui. Les mains sur les cuisses. C'est par la méditation que Jeanne calme les angoisses de Patricia. Une pratique qui apaise le mental, mais toutes ces années de mésestime de soi et de doute laissent des traces difficiles à soigner. Ces angoisses, Patricia essaye de les apaiser en écrivant des poèmes. La douleur n'est pas toujours grimaçante. Elle pénètre, soudaine ou insidieuse, violente et invisible. Elle s'installe. Elle s'impose dans ma vie, même si je ne l'ai pas invitée, je compose. En plus de son mal-être, elle multiplie des pathologies atypiques comme ces cicatrices kéloïdes dues à un excès de collagène. Ainsi, chez elle, une banale piqûre de moustique se transforme en un bourrelet épais et fibreux. Ça commence, j'ai un tout petit truc, et puis j'arrive à
à me mutiler, j'allais dire, à me faire mal, jusqu'à même saigner, je ne le sens pas parce que je pense que la douleur est si forte à l'intérieur que la douleur physique, c'est autre chose. Et oui, parce que ça allait tellement mal, j'ai développé des maladies dites auto-immunes, mais toujours atypiques, qui ont été compliquées à étiqueter. Notamment ma maladie de base d'eau. J'ai fait une hyperthyroïdie, et au lieu de maigrir comme les autres personnes, moi j'ai grossi. S'agit-il de somatisation? Y a-t-il un lien génétique entre ce que les spécialistes nomment la douance et ces pathologies? Impossible de le prouver aujourd'hui, mais beaucoup de surdoués développent des maladies rares et d'autres sont considérés comme des malades psychiatriques. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre la particularité de fonctionnement de ces personnalités-là pour ne pas partir dans des errances diagnostiques et surtout dans des errances thérapeutiques avec ces enfants, ces ados, ces adultes qui passent de psy en psy et qu'on va essayer de formater, y compris les psys. Parce que en psychologie aussi, on a des cases, on a tel ou tel type de symptômes, alors c'est qu'on est anxieux, ou qu'on a une phobie de ceci ou de cela, ou qu'on est dépressif, ou que quand on est un peu plus grand, on est bipolaire, on a une pathologie limite, ou on est schizophrène, parce que justement on a une pensée qui est en arborescence et qui part dans tous les sens, alors on pense que c'est la schizophrénie, parce que dans les livres et dans les manuels de psychiatrie, c'est ça, la pensée divergente égale une pensée un peu folle, un peu psychotique, un peu schizophrène. Ces maladies auto-immunes ont obligé Patricia à interrompre ses fonctions de professeur des écoles. Elle est aujourd'hui travailleuse handicapée et correctrice par correspondance pour le CNED. Lorsqu'elle était en poste, elle s'est heurtée à un système scolaire trop normatif à ses yeux. Une collègue témoin de cette époque la soutient aujourd'hui. Mes petits élèves là, ah, je les adore, je les vois, ils sont grands maintenant. Surtout quand tu vois des petits surdoués qui sortent de là-dedans, et toi tu les repères, que tu le dis aux collègues, que les collègues te disent ah, mais où surdoué? Ah, il a 11 de moyenne, ah, où surdoué? Oh là là, il fait que des bêtises. Ce dernier enfant là, le maître le mettait à la porte tout le temps, il souffrait. Mais moi, il venait à la récréation, écoute, on discutait, on parlait astronomie, on parlait des hélicoptères, on parlait de tas de choses. Et les maîtres me disaient, mais turbulent, des punitions. Et le maître me mettait à la porte, je dis, mais enfin, j'ai pas pu, j'ai appelé les parents, j'ai dit, ça, votre enfant est surdoué, je pense qu'il est surdoué, il faut le faire tester, effectivement. Et là, on a fait un forcing, et je pense que là, je me suis quand même mis une partie de l'équipe ado, parce que c'était intolérable d'accepter que je soutienne le passage anticipé en 6e de cet enfant qui avait 11 de moyenne en CM1. Et ça a tracé, hein. Il est passé en 6e, putain. Lorsque j'ai appris que Patricia avait été détectée surdouée, j'ai pas été surprise. Par contre, j'ai mieux compris sa souffrance. Puis ça fait peur parce que on se dit que le métier qu'on fait, on passe forcément à côté d'enfants comme ça, et c'est grave, parce qu'on ne les aide pas et en plus on ajoute à leur souffrance. Donc parce qu'on leur demande sans arrêt, on leur demande aux enfants sans arrêt d'être dans un certain moule, on attend certaines réactions et puis oui. Pour des raisons probablement génétiques, il y a souvent plusieurs hauts potentiels dans une même famille. Lucas, 21 ans, l'un des fils de Patricia, a été diagnostiqué surdoué tout comme son frère aîné. Lucas, ton jambon là, tu m'as pas dit, t'avais dormi cette nuit ou pas? Non, pas trop bien. Ah non? Toujours pas? Toujours pas. Eh ouais, mais tu regardes des films toute la nuit, Lucas. Mais si j'arrive pas à dormir, je fais pas. Tu vas fatiguer? Hein? Si, forcément. Lucas entretient une grande complicité avec sa mère. Grâce à l'expérience de Patricia, il a pu bénéficier d'une prise en charge précoce et parle désormais facilement de sa différence avec ses amis. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes avec tes camarades? Moins souvent. C'est souvent eux qui me disent comment j'appréhende tel ou tel événement, comment je le vis, tout ça. Tu l'as dit à tout le monde? Moi, quasiment. Quasiment? Ça va, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de... Bah, au début, on comprend pas trop. On me regarde comme une bête fauve, mais après, ça se passe bien. Ah bon? Ouais. C'est toujours l'idée que les gens se font qui est dure. Après, c'est pas... Tu sais, moi j'ai l'impression que chaque fois que tu parles de surdoué, les gens ont l'impression que tu vois quelqu'un d'infaillible, qui sait tout faire, tu vois. C'est ça. Ils ont une méconnaissance totale de ce qui se passe après. Moi, c'est l'idée que je me faisais au départ. Hein. Mais oui.
Ah oui, mais c'est la pensée collective, ça. C'est le pire de tout, ça. L'ignorance. Lucas était un élève à l'esprit vif, mais turbulent, indiscipliné, qui s'ennuyait beaucoup et ne travaillait guère. Nouvelle preuve qu'un surdoué peut se retrouver en échec scolaire face à des méthodes d'apprentissage qui l'excluent. Moi, bizarrement, j'adorais l'école, mais j'étais très mauvais élève. J'avais beaucoup de mal à être discipliné, à être assis en classe, de ne pas parler. Pour moi, c'était inconcevable. Je ne pouvais pas passer 1 heure à gratter du papier, à écrire, à essayer d'emmagasiner des informations. Pour moi, il fallait que ça se fasse de façon ludique, en fait. Cette intelligence différente, qui fonctionne par association d'idées, adossée à une hypersensibilité, a posé beaucoup de problèmes à Lucas. Des hauts et des bas permanents, naviguant entre spleen et joie exubérante. C'est l'hyper-émotivité qui m'a fait rendre compte de ma douance, en fait. Quand on a commencé à pencher sur ce côté-là avec ma psychologue, à commencer à en parler, tout ça, je me rendais compte que j'ai le tempérament qui va en dents de scie, sans arrêt. Je peux être très 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 content et très 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 ému, très triste, peu de temps après. C'est assez perturbant. Ouais, j'ai beaucoup de mal à dormir la nuit, dû à des angoisses de mort, en fait. Je me vois mourir dans l'instant, j'ai la peur de m'endormir, de jamais me réveiller le lendemain matin, donc je passe des nuits blanches atroces. Et je dors la journée. Chaque cas est différent. Certains surdoués sont des élèves brillants. Beaucoup sont de grands matheux ou des scientifiques. D'autres sont en échec scolaire, mais ont des talents d'artistes. C'est le cas de Lucas, qui vient d'intégrer le cours Florent à Paris pour devenir comédien, parce qu'on a cru en lui. Je considère que je m'en suis sorti grâce à mon entourage, essentiellement, mais qu'on peut toujours s'en sortir si on a l'ambition de faire ce qui nous fait plaisir. Ce qu'on a au fond des tripes, il faut l'exprimer à 200%. Le problème de nos personnalités, c'est qu'on vit trop dans nos têtes, finalement. On a la pensée en arborescence, un sujet en amène un autre, et puis petit à petit, on va dans un entonnoir, et on n'arrive plus à en sortir. C'est le cas de Bertrand. Il a 60 ans, fils de bonne famille, surdoué et SDF. Preuve qu'être surdoué n'empêche pas l'échec professionnel et social. Aujourd'hui, toutes ses affaires sont dans un garde-meuble et Bertrand est hébergé par des amis dans une chambre de bonne. Sans eux, il serait peut-être à la rue, car il n'a jamais pu garder un emploi. On m'a souvent viré des boîtes dans lesquelles j'ai été. Je suis parti quelques fois, mais j'ai souvent été viré. Dans la vie professionnelle, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me sentir isolé, de me sentir seul. Ça m'est arrivé de me sentir en décalage par rapport aux attentes et même au fonctionnement de ma hiérarchie. À plusieurs reprises, ça m'est arrivé de m'entendre dire que je m'étais mis des gens à dos. À dos, pas de façon violente ou agressive, mais à dos au sens difficulté à travailler avec moi. Et peut-être que ça a pu être perçu comme de l'insolence ou de l'impertinence ou de la rétivité à fonctionner en groupe ou je ne sais pas très bien. Bertrand a papillonné toute sa vie d'un travail à l'autre. Il a été skipper, directeur commercial, guitariste de rue. Actuellement, il est chauffeur de maître, intérimaire. Ma vie jusqu'à présent, je l'ai vécue, j'allais dire, par tâtonnement. Ce qui est certain, c'est que je suis seul à être dans ma tête et je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Le sentiment que j'ai, c'est que la plupart des gens que je rencontre, que je connais, ont su faire des projets, ont su axer leur vie dans un sens qu'ils ont choisi. Et moi, la différence que je ressens chez moi, très forte, c'est le fait d'être encore en pleine exploration des possibles dans la vie. Mais j'allais dire, c'est même ce qui fait ma vitalité. Alors, ce matin-là, Bertrand a rendez-vous chez un ami de plus de 40 ans, Gérard, un copain du temps du lycée qui connaît très bien sa personnalité et l'a vu travailler. Lui, tu vois qui c'est? Bien sûr, hein, c'est Régis. C'est Régis, oui. Ouais. Ouais. Si je parle de Bertrand à cette époque-là, c'était l'homme doué, le garçon doué. Il était doué, il écrivait facilement, il racontait des histoires, il jouait bien de la guitare, il était drôle. Et je m'étais dit, c'est une étoile filante,
Hein. Moi, je vais avoir un parcours bon, à mon petit niveau, et puis un jour, il va disparaître au firmament parce qu'il est nettement plus doué que tout le monde. Hein. Et puis ça s'est pas vraiment fait. Hein. Ça s'est pas vraiment fait. Tant que c'était facile, il a passé son bac, il est rentré dans une école de commerce, et Bertrand est le seul qui a fait cette école qui doit se faire en 3 ans, et il l'a fait en 6 ans. Bon. Et puis, une aventure professionnelle vraiment compliquée. Visiblement, un manque de repères, avec une relative déconnexion des priorités. C'est quelqu'un qui avait une vraie difficulté à faire un rétro-planning. C'est-à-dire, vous avez un train à prendre le samedi à midi, on est jeudi, n'importe quel homme ou femme normalement câblé, il a un rétro-planning, il sait qu'il doit faire un certain nombre de choses avant. Bertrand, non. Donc du coup, il rate son train. Et puis le lendemain, il le rate encore. Et puis finalement, il l'a le 3e jour. Quand vous êtes face à cette situation et que vous ne comprenez pas que Bertrand est quelqu'un de particulier, vous avez envie de le tuer. D'ailleurs, j'ai eu envie de le tuer. Et je me suis rendu compte, mais j'ai mis 20 ans, hein, que compte tenu de ses spécificités, ce qui pouvait agacer chez quelqu'un et mériter un reproche, chez Bertrand, c'était l'expression d'une personnalité qui est complexe et surtout une vraie difficulté, hein, à s'insérer dans la vie. Hein. Ce don s'est finalement retourné contre lui. Bertrand a été diagnostiqué surdoué il y a 1 an seulement. Il a vécu comme un immense soulagement le fait d'avoir enfin des explications sur son mode de fonctionnement et sur ses échecs à répétition.